Ça, c'est le temps moyen que passent les jeunes devant les écrans entre 2011 et 2022. En seulement une décennie, ce chiffre a bondi de 20%, et le temps sur internet de près de 50%. Aujourd'hui, la ressource la plus précieuse, ce n'est pas l'or, ce n'est pas non plus le pétrole, c'est notre attention, et elle est en train de nous échapper. Je m'en suis rendu compte il y a quelques mois, un samedi. Il était 9h, je venais de me réveiller, et mon premier réflexe avait été de saisir mon téléphone. Une heure plus tard, j'étais toujours dans mon lit, à scroller sans but. Je n'avais pas pris de petit déjeuner, je n'avais pas préparé ma journée, je n'avais rien fait de ce que j'avais prévu. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas tant le temps perdu, c'est que je ne me souvenais même pas avoir pris consciemment la décision de regarder mon téléphone. C'était devenu un réflexe, un automatisme, comme si mon corps ne m'appartenait plus. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. On a tous déjà vu ou entendu quelque part quelque chose du genre « les écrans ont détruit notre capacité d'attention ». Mais j'avoue que j'ai toujours trouvé ça un petit peu exagéré. Sauf que là, ça m'a frappé. Et c'est vrai que j'ai un peu cette impression d'avoir plus de mal à me concentrer quand je travaille. Alors je me suis posé la question suivante. Est-ce que ce sont vraiment nos choix qui guident nos actions quotidiennes ou sommes-nous devenus des marionnettes ? Dans un monde où les applications sont conçues par des armées d'ingénieurs, de psychologues et de data scientists avec un seul objectif, maximiser notre temps d'écran, pouvons-nous encore parler de libre arbitre ? Car voilà la vérité troublante. Quand on utilise des plateformes gratuites comme Instagram, TikTok ou YouTube, ce n'est pas nous qui utilisons le produit. On a tous entendu la phrase « quand c'est gratuit, c'est toi le produit ». Mais en réalité, le produit, c'est notre attention. Notre attention est vendue aux enchères, minute après minute, au plus offrant. Je n'avais jamais vraiment pris le temps de réfléchir à tout ça, à tous ces sujets, avant de découvrir l'histoire de Tristan Harris. Ancien ingénieur chez Google, il a osé faire ce que peu de gens dans la Silicon Valley ont le courage de faire, dire la vérité. En 2013, il a envoyé un email à tous ses collègues chez Google. Il travaillait alors à ce moment-là sur un outil qu'on connaît tous, Gmail. On retrouvait dans le mail un document de plus de 140 pages intitulé « Un appel à minimiser les distractions et respecter l'attention des utilisateurs ». Dans ce document, il expliquait comment les technologies qu'il crée étaient en train de court-circuiter nos cerveaux. Voici un extrait de l'email qui va signer l'arrêt de mort professionnel de Tristan. Nous créons plus de 11 milliards d'interruptions par jour dans la vie des gens. Les gens assis autour de vous dans le Googleplex contrôlent plus de 50% de toutes les notifications qui s'affichent sur tous les téléphones portables du monde. Nous créons une course sans fin qui pousse les entreprises à trouver plus de raisons de voler le temps des gens et cela détruit notre silence commun et notre capacité à réfléchir. Savons-nous vraiment ce que nous faisons aux gens ? Google l'a écouté. Puis, ils l'ont gentiment poussé vers un poste sans réel pouvoir de changement. Ce que Tristan venait de comprendre, c'est une contradiction fondamentale au cœur même du modèle économique des géants de la tech. Ces entreprises ne pourront jamais vraiment nous aider à réduire nos distractions, et pour une raison très simple. Chaque minute supplémentaire que nous passons sur leur plateforme se transforme directement en revenus publicitaires. Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Chaque application populaire utilise un maximum de techniques pour capturer ton attention. Instagram, eux, ils jouent sur notre profond besoin de validation sociale. Chaque photo devient une petite expérience. Combien de likes est-ce que je vais avoir ? Qui va commenter ? Qui m'a mentionné ? Cette quête sans fin de validation nous pousse à revenir, encore, pour vérifier nos notifs, pour voir qui a regardé notre story, etc. Et TikTok, ils ont poussé le concept encore plus loin avec leur scroll infini de vidéos courtes. Leur algo ultra personnalisé apprend si vite ce qui te fait réagir qu'il sait exactement quoi te montrer pour que tu puisses rester une vidéo après l'autre pendant des heures. Ces mécanismes ne sont pas des accidents. Ils sont le fruit d'années d'expérimentation, d'amélioration, d'optimisation. Ils sont conçus pour capturer et maintenir notre attention le plus longtemps possible. Et ça fonctionne. En 2017, Reed Hastings, le PDG de Netflix, a fait une déclaration lors d'une conférence aux investisseurs qui révèle l'esprit de ces grands groupes. Nous sommes en compétition avec le sommeil et nous gagnons. Tu as bien entendu, pour le PDG de Netflix, son principal concurrent, ce n'est pas Disney+ ou Amazon Prime, c'est notre sommeil. Alors, cette vidéo n'est pas simplement un constat alarmiste, c'est une invitation à reprendre le contrôle. Dans les prochaines minutes, nous allons décortiquer l'économie de l'attention et les techniques précises utilisées pour nous garder accrochés à nos écrans, comprendre pourquoi ces interruptions constantes sont si néfastes pour notre cerveau et notre créativité, et comment un carnet pas comme les autres a sauvé ma capacité d'attention. Un carnet de la maison d'édition 23h59, qui sont les partenaires de cette vidéo. Plus d'infos en description. Mais avant de voir ça, il faut qu'on comprenne comment fonctionne l'économie de l'attention. Tu as déjà entendu l'expression « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Mais c'est pas tout à fait exact. Le produit, ce n'est pas nous. Le produit, c'est notre attention. Voici comment ça fonctionne. Les plateformes comme Facebook, Instagram ou TikTok ont besoin de notre attention pour la vendre aux annonceurs. Plus nous passons de temps sur leurs applications, plus elles peuvent diffuser des publicités et plus leurs revenus augmentent. Mais ce n'est pas tout. Plus on passe du temps sur ces plateformes, plus elles collectent des données sur nous et plus elles apprennent à nous connaître. Chaque publication que tu aimes, chaque vidéo que tu regardes jusqu'au bout, chaque fois que tu t'arrêtes de scroller sur un contenu particulier, tout est enregistré, analysé et utilisé pour créer un profil numérique détaillé de ta personnalité. Ils savent exactement ce qu'il faut envoyer comme vidéo pour que tu restes un peu plus longtemps ou encore à quel moment de la journée envoyer une notification. D'ailleurs, j'imagine que tu as déjà entendu ou l'impression que ton téléphone t'écoutait. D'après mes recherches, oui, nos téléphones auraient la capacité de le faire et pourraient le faire. Mais en fait, ils n'en ont même pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'on leur donne suffisamment de données pour qu'ils puissent nous connaître sur le bout des doigts. Prenons un exemple.
tu es avec un ami à la BU et vous discutez. C'est à ce moment-là que ton pote te parle d'un trailer de film qu'il a vu. Il fait une recherche Google pour te le montrer, mais il n'arrive pas à le retrouver. Vous passez à autre chose, et là, tu rentres chez toi. Tu te poses sur ton canapé et tu ouvres YouTube. Comme par magie, la première vidéo recommandée est celle dont te parlait ton ami. Tu n'as rien fait pour la chercher, tu n'as rien tapé, mais elle est bien là. C'est donc la preuve que ton téléphone t'écoutait. Mais en fait, pas forcément. Parce que ton téléphone en sait beaucoup plus sur toi que tu ne le penses. Quand tu étais avec ton pote, vous étiez tous les deux géolocalisés. Et donc, votre téléphone savait très bien que vous étiez ensemble. Et qu'il y avait des chances que ton ami discutait avec toi de ce qu'il tapait sur son téléphone. Google et YouTube te connaissent si bien qu'ils savent que ce genre de trailer pourrait t'intéresser, et que en plus ton pote avec qui tu as discuté est aussi fan, donc les algorithmes ont fini par te recommander la vidéo. C'est un exemple très simple, mais ça permet de nous rendre compte de la puissance de ces données. Par exemple, le simple fait de te connecter au Wi-Fi de la bibliothèque universitaire fait que ton téléphone peut plus ou moins déduire que tu es étudiant. Si en plus de ça, il ajoute le fait que du lundi au vendredi, tu fais l'aller-retour avec ta géolocalisation entre ton appartement et ton école, à ce moment-là, il est quasiment sûr à 100% que tu es étudiant ou prof. Toutes ces données valent de l'argent, beaucoup d'argent. C'est ce profil ultra précis qui permet aux plateformes de proposer des publicités ciblées que les annonceurs sont prêts à payer beaucoup plus cher. Une publicité qui atteint exactement la bonne personne au bon moment. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Pendant mon école d'ingénieur, j'ai eu un cours sur l'algorithme de recherche de Google. Un algorithme très simple, mais pourtant révolutionnaire à l'époque. C'est là que mon prof nous a posé une question qui nous a tous laissé interrogatifs. C'est quoi Google? Un premier lève la main. Un site internet? Non. Un second lève la main. Un moteur de recherche? Non plus. Un autre? Un algorithme de recherche? Toujours pas. En fait, voici la réponse qu'il attendait. Google est la plus grande régie publicitaire du monde. En effet, Google, c'est plus de 200 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2023. Notre attention et nos données permettent à tous les gens de la tech de vendre des publicités très ciblées, très chères. Pour mieux comprendre l'impact des technologies sur notre attention, j'en ai discuté avec Alexandre Dana, entrepreneur et fondateur de LiveMentor. Il a récemment décidé de racheter la maison d'édition 23h59 qui propose des carnets et des outils inspirants pour avancer dans ses projets avec clarté, et je lui ai demandé pourquoi il avait fait ce choix. Je suis effectivement ce qu'on appelle un bébé Internet. J'ai commencé ma vie professionnelle avec Internet. J'ai donné un premier cours en ligne à distance sur Skype en octobre 2010. Et de ce premier cours est né LiveMentor, l'organisme de formation qui reste aujourd'hui mon activité principale. Donc un organisme de formation qui fonctionne 100% en ligne. Je suis convaincu de la magie d'Internet pour cela, la capacité depuis n'importe où d'accéder à certaines connaissances, à certains experts, de se former, d'avoir des temps de mise à jour, des formations, des connaissances qui sont bien plus élevées que ce qu'on a dans les manuels scolaires par exemple. Et en même temps, au fil des années, j'ai pris conscience des méfaits, des risques, des inconvénients du temps passé sur les écrans. Internet, c'est à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi. On a le droit de se poser maintenant une question assez simple mais cruciale. Comment font les applications qu'on utilise tous pour être aussi addictives? Nir Eyal, ancien consultant pour l'industrie des technologies et auteur du livre Hooked, a révélé les techniques utilisées. Il appelle ça le modèle Hook, ou en français, le modèle du crochet. Tout commence par le déclencheur, externe ou interne. Vient ensuite l'action, puis la récompense variable, et enfin l'investissement. Prenons l'exemple d'Instagram. Tu reçois une notif, c'est le déclencheur externe. Tu ouvres l'application, ça c'est l'action. Tu découvres qui a aimé ta photo, c'est la récompense, qui est variable, car tu ne sais jamais qui a vraiment exactement interagi avec ton contenu. Et enfin, tu postes une nouvelle photo ou commentes celle d'un ami. Ça, c'est l'investissement qui garantit ton retour futur. Et la boucle recommence encore et encore. Pour mieux comprendre comment les applications deviennent de plus en plus addictives, reprenons la première étape du modèle Hook. Il existe deux types de déclencheurs qui nous poussent à utiliser toutes ces applications. Les premiers, qui sont les plus faciles à identifier, ce sont les déclencheurs externes. Notifications, messages, emails. Mais en fait, les plus puissants, ce sont les déclencheurs internes. Ce sont nos émotions et nos sensations. L'ennui, qui nous pousse à chercher une stimulation. La solitude, qui nous amène à chercher une connexion. La peur de manquer quelque chose, en anglais la FOMO. Ou encore le besoin de validation sociale. Je ne comptais plus le nombre de fois où, par réflexe, dès que je m'ennuyais un petit peu, je prenais mon téléphone pour aller sur TikTok ou Instagram. C'était devenu automatique, je n'y réfléchissais même plus. En fait, toutes ces applications, elles sont conçues pour exploiter toutes nos failles émotionnelles les plus profondes. Chaque notification, chaque like, chaque nouveau message active notre système de récompense cérébrale, dans lequel la dopamine joue un rôle crucial. Contrairement à ce qu'on lit souvent et ce qu'on pense, la dopamine n'est pas directement la molécule du plaisir. Elle agit plutôt comme un messager neurochimique qui nous indique qu'une expérience est potentiellement gratifiante et mérite notre attention. Elle joue un rôle clé dans la motivation, dans l'apprentissage, mais surtout dans la formation d'habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Quand nous recevons une notification et qu'on a reçu un message gentil d'un ami, notre cerveau libère de la dopamine, non pas pour nous récompenser, mais pour renforcer le comportement qui a mené à cette récompense. C'est comme si notre cerveau nous disait «
N'oublie pas ce que tu viens de faire, ça pourrait être important pour ta survie. Le problème, c'est que ce système, conçu pour nous aider à nous souvenir des sources de nourriture ou d'autres ressources essentielles, est maintenant détourné pour nous garder accrochés à nos écrans. Et plus on répète ce comportement, plus les connexions neuronales associées se renforcent, transformant progressivement une action consciente en réflexe automatique. Mais ce qui rend ces applications particulièrement addictives, c'est le principe de la récompense variable. Contrairement à un distributeur automatique qui donne toujours la même chose quand on appuie sur un bouton, les réseaux sociaux nous offrent des récompenses imprévisibles. Parfois, tu vas recevoir 10 likes sur ta photo, parfois 100, parfois un commentaire d'une personne que tu admires. Cette imprévisibilité crée une puissante boucle addictive, la même qui rend les machines à sous si captivantes. Ce principe est tellement puissant qu'il a été mis en évidence dès les années 50 par des scientifiques comme Bruce Frederick Skinner dans ses célèbres expériences sur le conditionnement opérant. Il a placé différents rats dans des cages équipées d'un levier. Lorsque les rats appuyaient sur ce levier, ils recevaient parfois de la nourriture, mais pas systématiquement. Le résultat, les rats se sont mis à appuyer sur le levier de façon beaucoup plus compulsive que ceux qui recevaient une récompense constante. En fait, les rats soumis à ce programme de renforcement aléatoire appuyaient plus fréquemment et persistaient plus longtemps, même lorsque la nourriture n'arrivait plus. Ces expériences, aussi troublantes qu'elles puissent être, nous révèlent quelque chose d'essentiel sur notre comportement. Quand on se retrouve à scroller inlassablement sur notre téléphone, à essayer de chercher une nouvelle notification, est-ce que finalement on serait pas comme ces rats dans leur cage? Est-ce qu'on n'a pas fini par mettre notre vie en mode par défaut? Est-ce que tu as remarqué que dans tes journées, lorsqu'il y a un moment un peu de flottement, un moment de vide, ton téléphone apparaît comme par magie dans ta main? J'ai fait une petite expérience récemment, je me suis posé dans le métro et j'ai compté le nombre de personnes qui étaient sur leur téléphone. C'était 8 personnes sur 10. Alors, bien sûr, ce n'est qu'un petit échantillon et ce n'est pas une vraie expérience. Mais c'est pour montrer à quel point ce comportement est devenu normal. C'est devenu le mode par défaut de nos journées. Notre cerveau a été habitué à combler chaque instant de vide par un réflexe, consulter notre téléphone. Et c'est là que se produit un phénomène fascinant, le décalage entre nos intentions et nos actions. Le matin, tu te promets, aujourd'hui je vais être productif, je vais avancer sur ce projet important, je vais lire ce livre et je vais appeler cet ami. Puis en fin de journée, tu te retrouves avec une sensation étrange. Où est passé ton temps? Pourquoi as-tu si peu avancé sur tes projets importants? Une étude menée aux États-Unis a révélé que nous consultons notre téléphone en moyenne 344 fois par jour, une fois toutes les 4 minutes d'éveil. Et chaque consultation, même brève, vient interrompre notre flux de pensée et on perd le fil de ce qu'on est en train de faire. On perd, peu à peu, notre capacité à activement façonner nos journées. Ce sont nos écrans qui les façonnent pour nous. En 2016, le journaliste américain Chris Hayes a fait une observation qui s'est révélée prophétique. La grande transition de notre époque n'est pas du travail industriel au travail intellectuel, c'est la division entre ceux qui peuvent contrôler leur propre attention et ceux qui ne le peuvent pas. Cette observation fait écho à ce qui s'est passé lors de la révolution industrielle au XIXe siècle. À cette époque, la grande transition n'était pas seulement technologique, mais sociale. Une nouvelle division s'est créée entre ceux qui possédaient les moyens de production et ceux qui vendaient leur force de travail. Aujourd'hui, une nouvelle fracture sociale est en train d'apparaître. D'un côté, nous avons une élite qui peut se permettre de se déconnecter, de protéger son attention et de l'investir dans des activités profondes et créatives. De l'autre, une majorité constamment distraite, fragmentée, incapable de se concentrer suffisamment longtemps pour développer des compétences complexes ou résoudre des problèmes difficiles. Il est très révélateur que dans la Silicon Valley, là même où ces technologies sont créées, de nombreux dirigeants limitent drastiquement l'usage des écrans pour leurs propres enfants. Steve Jobs interdisait à ses enfants d'utiliser l'iPad qu'il venait de créer. Bill Gates n'a pas autorisé à ses enfants d'avoir un téléphone portable avant l'âge de 14 ans. Ces dirigeants savent quelque chose qu'on commence à peine à comprendre. L'attention est la ressource la plus précieuse du XXIe siècle. Et dans le monde de demain, les personnes qui réussiront à la protéger, à la cultiver, auront un avantage considérable sur toutes les personnes qui la laissent se faire capturer, fragmenter et vendues au plus offrant. La question c'est, comment faire pour être plus efficace et réussir à retrouver notre attention? Il existe un état mental que les psychologues appellent flow. C'est cette sensation rare et précieuse où tu es tellement absorbé par ce que tu fais que le temps semble s'arrêter. Mihai Csikszentmihalyi, le psychologue qui a étudié cet état pendant plus de 40 ans, le décrit comme l'état dans lequel les personnes sont tellement impliquées dans une activité que plus rien d'autre ne semble avoir d'importance. Tu as peut-être déjà ressenti ce flow en jouant d'un instrument, en programmant, en faisant du sport ou même en lisant un livre captivant. C'est dans cet état que les grands artistes créent leurs chefs-d'œuvre, que les scientifiques font leurs découvertes et que les athlètes atteignent des performances extraordinaires. Ces derniers mois, j'ai redécouvert complètement cet état de flow si précieux grâce à un outil étonnamment simple, un carnet spécialement conçu pour entreprendre. J'ai commencé à l'utiliser pour structurer un nouveau projet qui me tenait à cœur. Et ce qui m'a frappé, c'est la différence dans ma concentration. Plus de notifications, plus d'emails qui s'empilent dans un coin de l'écran. Juste moi, mon crayon et mes idées qui s'enchaînent naturellement sur le papier. Ce carnet pour entreprendre de chez 23h59, il a quelque chose de particulier. Il est structuré avec des sections qui guident ma réflexion sans la contraindre. Objectifs, étapes clés, challenges surmontés. Tout a été pensé pour maintenir cette concentration profonde. Je me suis surpris à passer des heures dessus sans même regarder mon téléphone. Et le plus fascinant, je progresse plus rapidement sur ce projet que sur n'importe quel autre que j'ai entrepris ces dernières années. Mais voici le problème, cet état ne se déclenche pas instantanément. Il faut du temps pour atteindre cet état de flow, cet état de concentration intense. Et devine ce qui se passe quand tu reçois une notification en plein milieu. Oui, tu recommences à zéro.
C'est un peu comme si à chaque fois, tu devais regrimper toute la montagne depuis tout en bas. Tu as probablement déjà entendu quelqu'un dire « Je suis excellent en multitâche ». Tu l'as peut-être déjà même dit toi-même. Mais si je te disais que le multitâche, c'est purement et simplement une illusion, que ton cerveau, aussi puissant qu'il puisse être, est incapable de faire plusieurs choses en même temps. En tout cas, c'est ce que disent les neuroscientifiques les plus respectés au monde. Le professeur Miller du MIT, l'un des neuroscientifiques les plus éminents dans l'étude de l'attention, est catégorique. Les gens ne font pas vraiment du multitâche, ils alternent simplement entre différentes tâches très rapidement. Et à chaque fois qu'ils le font, il y a un coût cognitif. Mais tu vas me dire, oui mais je peux très bien réussir à marcher et discuter avec un ami en même temps. Est-ce que ça c'est pas du multitâche? Bah en fait, pas vraiment. Et c'est là que ça devient fascinant. Notre cerveau distingue deux types d'activités. Les activités automatiques, comme marcher, respirer ou cligner des yeux, qui sont gérées par notre système nerveux autonome, et puis les activités qui nécessitent une attention consciente, comme résoudre un problème, analyser un document ou suivre une conversation complexe. Le vrai multitâche consisterait à faire deux choses qui requièrent une attention consciente en même temps. Par exemple, essayer de faire un calcul mental complexe tout en lisant un paragraphe d'un livre. Ce que Miller et d'autres chercheurs ont découvert, c'est que notre cerveau n'est pas câblé pour faire plusieurs choses simultanément qui demandent de l'attention. Au lieu de cela, il bascule rapidement d'une tâche à l'autre. C'est un peu comme si tu avais dans ton cerveau un projecteur que tu étais constamment en train de réorienter. Le problème, c'est que chaque changement a un coût, et ce coût est bien plus élevé qu'on ne le pense. Les études montrent que lorsque nous passons d'une tâche à l'autre, notre productivité peut chuter de 40%. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que les gens ont du mal à reconnaître cette réalité? Pour mieux comprendre, il faut qu'on parle d'un concept assez important, l'attention résiduelle. Imagine que tu es en train de travailler sur un projet important. Tu reçois une notif, tu la vérifies rapidement, puis tu retournes à ton travail. Tu penses avoir complètement changé de contexte, et être à nouveau concentré sur ta tâche principale. Mais les recherches montrent l'inverse. Il reste une tâche cognitive, ce que les scientifiques appellent l'attention résiduelle. Sophie Leroy, professeure à l'université de Washington, a démontré que même après être retourné à une tâche, une partie de notre attention reste collée à la tâche précédente. C'est comme si ton cerveau continuait à consacrer des ressources à ce que tu viens de voir, même si tu penses avoir totalement changé de focus. Chaque interruption, chaque changement de contexte, chaque notif ne fait pas que nous distraire momentanément. Elle crée ce que les psychologues appellent un débordement cognitif. C'est un peu comme si ton cerveau était un verre d'eau. Chaque nouvelle information est comme une goutte supplémentaire. À un moment, le verre déborde. C'est ce qui explique cette sensation étrange qu'on ressent parfois en fin de journée. Une fatigue mentale écrasante alors qu'on n'a pas l'impression d'avoir fait grand chose aujourd'hui. Et le plus ironique, c'est que toutes ces applications qui nous envoient plein de notifications, elles ont été conçues par des personnes qui connaissent ces recherches. Nir Eyal l'admet lui-même. L'industrie tech utilise la psychologie comportementale pour créer des produits qui capturent et retiennent votre attention. Parce que c'est ainsi qu'ils gagnent de l'argent. C'est la raison pour laquelle, même après avoir fermé TikTok ou Instagram, tu ressens encore leur influence. Ton cerveau, il est encore partiellement accroché à ce que tu viens de voir. Les smartphones, les réseaux sociaux, les outils de productivité ont tous été créés avec une promesse assez simple. Nous rendre plus connectés, plus informés, plus productifs. Marshall McLuhan, visionnaire des médias, l'avait prédit dès les années 60. Nous façonnons nos outils, puis nos outils nous façonnent. Ces outils transforment progressivement notre manière de penser. Nous devenons plus efficaces pour traiter rapidement de petits morceaux d'informations, mais nous perdons notre capacité à réfléchir en profondeur. Nous gagnons en réactivité immédiate, mais nous perdons en vision à long terme. Je l'ai vécu personnellement. Après des années à consulter constamment mon téléphone, j'ai commencé à ressentir une anxiété diffuse quand je n'avais pas de stimulation externe. Un peu comme si mon cerveau était devenu allergique au calme. Dans un monde qui semble vouloir capturer chaque seconde de notre attention, existe-t-il encore des espaces où notre esprit peut respirer librement? En fait, il existe une solution surprenante. Une solution qui a fait ses preuves. Même si elle peut paraître dérisoire face à la puissance des algorithmes et des technologies, une solution qui est connue depuis des millénaires, mais qui peut être la clé pour réussir à retrouver notre attention, le papier. Ce que je retrouve beaucoup dans ce que tu dis, c'est le côté un peu retrouver l'intention dans nos actions, ne plus être pris au jeu, on va dire, des algorithmes, des réseaux sociaux. En quoi le fait de repasser sur du papier, sur des carnets, sur ce genre de choses, ça peut nous aider à retrouver l'intention dans nos actions. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait le carnet, qui est un objet tellement simple, une technologie tellement peu révolutionnaire, enfin ça l'était à l'époque de l'invention de l'imprimerie, et reste d'actualité et n'a peut-être jamais été autant d'actualité dans cette crise de l'attention. Eh bien, le carnet est un outil, un allié pour se détacher de ses écrans, revenir à soi. Quand on écrit quelque chose, on traite l'information de façon beaucoup plus approfondie que si on l'écoute simplement. On n'a pas envie d'être dérangé par des notifications quand on est sur son carnet. Le fait de prendre des notes, ça implique à la fois l'écoute, la lecture, mais aussi l'écriture. Ça active différentes zones du cerveau en même temps. Et il est prouvé que ça crée des chemins de mémorisation qui sont beaucoup plus solides. La prise de notes sur carnet, ça nous oblige aussi à organiser l'information de manière logique.
Je me dis comment je vais structurer ces infos, ces pensées qui sont dans ma tête, comment je les organise dans mon carnet. Je peux aussi, avec le carnet, redécouvrir la magie de l'information limitée. Sur un écran, l'information est complètement illimitée. Donc si je veux prendre des notes sur un document Word, ce document Word, il a une taille infinie. Il peut faire 400 pages, il peut faire 800 pages, il peut faire 3000 pages. Donc si je suis en train de prendre des notes sur par exemple un projet que je veux monter, une idée que j'ai en tête, je vais accumuler et accumuler et accumuler des notes et des paragraphes et des références et des sources sur mon document Word et en fait je vais me retrouver à avoir le plus beau document, le plus beau projet virtuel qui existe et je ne vais jamais passer à l'action. Alors que sur mon carnet qui fait que 100 pages, 50 pages, 200 pages ou 300 pages, je ne peux pas aller au-delà. Et donc je suis obligé de redécouvrir la concision. Je me suis pris de passion effectivement pour les carnets de méthodologie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de racheter cette maison d'édition 2359 et que je suis ravi de la diriger aujourd'hui et d'apporter avec ces carnets une petite pierre, une petite contribution à cette rébellion de l'attention. Tu en as rapidement parlé. Donc, avec la maison d'édition 2359, ce que tu proposes, c'est des carnets thématiques avec vraiment des différents types de carnets pour différents types de projets. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette vision? Ce sont des carnets de méthodologie. Donc, des carnets qui sont des alliés, qui sont des coachs de poche pour avancer sur un objectif. Et donc, dans le carnet, on va trouver des pages de notes libres, des pages blanches entre guillemets, mais on va surtout trouver beaucoup d'outils, beaucoup d'exercices, beaucoup de matrices, de sorte à avancer et à structurer son raisonnement. On a aujourd'hui 5 carnets. Le carnet de projet, qui est notre carnet historique, le carnet un peu emblématique de la maison d'édition. Le carnet du temps, pour réorganiser son calendrier. Le carnet pour entreprendre, qui est un carnet dédié aux personnes qui sont en train de monter une entreprise et qui veulent trouver leur premier client. Le carnet pour un roman, donc un carnet dédié aux personnes qui veulent écrire leur premier roman ou leur second et qui ont besoin d'un compagnon qui va les inspirer avec des routines d'écrivain, qui va les aider à avancer avec des exercices pour structurer les émotions de tes personnages, avec des exercices pour travailler sur ta trame narrative. Et le dernier carnet, carnet de la curiosité, qu'on vient de lancer, qui est un carnet pour mieux retenir, pour ne plus oublier ce qu'on lit, un carnet pour les personnes curieuses qui ont envie de ne pas rester en surface, mais de transformer un intérêt en sujet maîtrisé. Et pour ça, le carnet propose des astuces de mémorisation, des conseils d'apprentissage de différents génies scientifiques, artistes, etc. Et surtout des pages de notes dites intelligentes, donc des pages de notes structurées où dès que je veux noter un sujet, retenir un sujet, une anecdote, une information qui est importante pour moi, eh bien le carnet me propose de noter cette information en répondant à différentes questions. Les points clés, les applications concrètes. Si je devais expliquer ce sujet à un enfant de 5 ans, comment je le ferais, etc. etc. Donc voilà nos différents carnets. Il faut vraiment bien que les personnes comprennent que ce que tu proposes, ce n'est pas du tout un retour en arrière technologique, c'est vraiment penser l'organisation et tout ce qu'on peut faire avec tout ça, avec vraiment un équilibre, avec le numérique et les carnets, le papier. Ce qui est important pour moi, c'est de bien préciser que le meilleur système d'organisation aujourd'hui, c'est un système à 2 têtes. Je suis un enfant d'Internet, je suis désormais un amoureux des carnets, mais ce n'est pas pour autant que je ne veux plus avoir d'ordinateur. En fait, c'est impossible, déjà dans la société actuelle, de mener des projets, de se développer professionnellement, d'organiser sa vie sans Internet et sans les ordinateurs. Et donc, il faut combiner les deux. Et c'est là où j'invite vraiment toutes les personnes qui regardent cette vidéo à regarder aussi les autres qu'il y a sur ta chaîne, parce que pour le coup, toi, tu proposes des contenus vraiment super développés, détaillés sur comment j'épure mon ordinateur, comment est-ce que je trie l'information à l'intérieur, comment j'utilise un outil que moi j'adore aussi, Notion, pour remplacer des dizaines d'outils similaires. Récemment, j'ai téléchargé ton template pour gérer ces plantes que j'ai trouvé vraiment utile. Donc voilà, le carnet va vous permettre de libérer votre créativité, de mieux retenir, de mieux mémoriser, de retrouver une attention soutenue. Et si en plus de ça, on nettoie son ordinateur, on le structure, on l'utilise avec les bons outils, on a un système d'organisation à 2 têtes qui est très très efficace. Comment est-ce que tu inviterais quelqu'un qui
après nous avoir écoutés, se dit bah, ça a l'air intéressant. C'est vrai que ça se trouve, parfois ça fait depuis les bancs de l'école qu'il n'a pas écrit. Moi, c'était quelque chose quand j'ai commencé à reprendre l'écriture. À un moment, je me suis dit, parce que moi qui fais des études d'ingénieur sur les télécoms, donc beaucoup d'informatique, j'étais sur le clavier toute la journée. Donc quand j'ai dû réécrire un moment une lettre, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, oula, est-ce que je sais encore écrire de manière manuscrite? Ce serait quoi un petit peu, toi, ton conseil pour démarrer tout ça, pour créer un peu cette habitude que tu disais, cette routine d'écrire, pour pas que les personnes peuvent ressentir c'est un peu cette résistance de créer une nouvelle routine, une nouvelle habitude. On connaît tous le papier, mais voilà, c'est moins facile peut-être que prendre ton téléphone. Comment est-ce que toi, tu inviterais quelqu'un pour qu'il puisse démarrer là-dedans? Mais c'est fou ce que tu partages parce qu'on l'a tous ressenti, cette douleur dans la main. Littéralement, hein. On ne sait plus écrire. Donc il y a certains muscles, les muscles de la main, qu'on n'a plus l'habitude d'activer. Ça revient très vite, hein. Moi, je suis passé par le même chemin que toi. Ça revient très très vite, heureusement. Par quoi commencer? 2 options. La première, c'est de partir d'un objectif qui est important dans votre vie personnelle ou professionnelle. Écrire un roman, reprendre la gestion de votre temps, monter une entreprise, avancer sur un projet ou plusieurs projets, développer votre curiosité pour un sujet donné et de prendre un carnet qui a été pensé pour ça. Donc là, je viens de donner les exemples de la gamme 2359. Honnêtement, si vous avez un autre objectif et que vous trouvez ailleurs un autre carnet dédié à ça, allez-y. C'est vraiment l'idée ici qui compte. L'idée générale, c'est cet objectif va me motiver à reprendre la routine de l'écriture manuscrite, à me réconcilier avec le papier. Et moi, j'ai vu sur moi et sur beaucoup de personnes un démarrage grâce à ça, grâce à cet objectif initial. L'autre option, c'est simplement d'avoir des feuilles blanches ou un carnet complètement vide et au réveil de se dire tiens, pendant une semaine, dès que je me réveille, je ne sors pas de mon lit, je prends le carnet, je prends le stylo et je note ce qui me passe par la tête. Technique du flot de pensée. Je note tout ce qui me vient par la tête, tac, 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 pendant quelques minutes au réveil. Ça, c'est la deuxième option. On peut évidemment faire les deux. Pour terminer, est-ce que tu as un peu un message à faire passer aux personnes qui vont écouter cet épisode, regarder la vidéo? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que ça peut se faire aussi à 2. On a de plus en plus de propriétaires de carnets qui nous font le retour, qu'ils utilisent par exemple le carnet de projet en couple pour avancer sur un projet comme déménager, refaire la déco d'un appartement, même préparer l'arrivée d'un enfant. On a plein de retours assez beaux où un duo, deux personnes désirent avancer ensemble et puis garder une trace, garder un souvenir d'un moment commun. Et de se dire, tiens, dans 10 ans, quand on reprendra ce carnet-là, on verra toutes les idées qu'on avait eues sur la construction de cette maison, par exemple. Et ça donne aussi énormément de saveur, je dirais, à ce sujet du carnet, parce que dans nos relations avec nos proches, c'est tellement facile aujourd'hui d'envoyer un WhatsApp, d'envoyer un mail, d'envoyer un SMS. On communique, on surcommunique peut-être même. Mais en tout cas, la communication, plus elle est fréquente, plus elle perd de sa valeur. Tu donnais l'exemple de la lettre tout à l'heure. On n'a jamais été aussi heureux, content de recevoir des lettres qu'aujourd'hui. Parce que c'est rare, c'est précieux. C'est la même chose quand on crée un carnet à 2. Notre attention est sous pression comme jamais auparavant. Mais non, tout n'est pas perdu. Loin de là. La technologie n'est pas notre ennemi. Les mêmes outils qui peuvent nous distraire peuvent aussi nous aider à apprendre, à créer, à nous connecter d'une manière qui aurait été impensable pour les générations précédentes. L'enjeu n'est pas de rejeter ces outils, mais d'apprendre à les utiliser avec intention. Je crois profondément que nous sommes à un tournant. Mais la vraie question n'est peut-être pas les écrans ont-ils détruit notre attention, mais plutôt quelle relation voulons-nous entretenir avec les écrans à l'avenir. Car notre attention, en fin de compte, c'est le filtre à travers lequel nous expérimentons le monde. Alors n'oublie pas que chaque petit pas compte. Chaque fois que tu choisis consciemment où diriger ton attention, c'est une petite victoire. Et ces petites victoires, accumulées jour après jour, peuvent transformer profondément notre relation avec la technologie et par extension avec nous-mêmes.